Bienvenue à tous. Vous êtes dans le collimateur de l'actualité. Nous sommes aujourd'hui le 17 avril 2022 et c'est déjà le 6e numéro de notre émission. Merci de nous suivre, merci de nous être fidèles. Vianney Misumbi, Kerwin Maïzo, Magloire Mpembi, à suivre sur www.sudglobalradio.com et sur la chaîne YouTube Kerwin Maïzo. Vous pouvez également nous suivre sur différents réseaux sociaux, mais aussi sur votre plateforme de lecture de podcast préférée. Encore une fois, merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et vos remarques et suggestions ainsi que vos encouragements sont les bienvenus. Nous y sommes très sensibles. C'est le 17 avril 2021, jour de la fête de Pâques. Voici le sommaire de ce numéro. Marine Le Pen et Emmanuel Macron se retrouvent au deuxième tour des élections présidentielles françaises pour un remake de 2017. Inquiétude et circonspection pour la diaspora africaine établie en France. De quoi l'avenir sera-t-il fait ? Le Rwanda demeure au service du pouvoir anglo-saxon et accepte, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, d'accueillir sur son sol les immigrés refoulés de Grande-Bretagne. Projet controversé, Boris Johnson semble avoir trouvé le moyen de redorer son blason. Quelles conséquences pour la région des Grands Lacs ? Au Congo-Kinshasa, Didier Boudimbu, ministre des hydrocarbures congolais, entendu dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement à Kinshasa, malversation financière ou tentative de déstabilisation des institutions du pays. Contrairement à François Beya, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo serait personnellement intervenu pour demander sa libération. Décryptage dans cette émission. Et enfin, actualité tragique au sein de la diaspora africaine. Un policier américain tue un jeune Congolais de 26 ans, Patrick Luya. Au moins 2 femmes ont trouvé la mort sous les coups de leur conjoint. L'ex-femme d'un pasteur connu pour des pratiques peu recommandables en matière sexuelle se répand sur les réseaux sociaux à propos de la violence du père de ses enfants. Beaucoup de violence dans nos communautés. Comment y faire face, que ce soit dans le couple ou dans la société? On va essayer de donner quelques réponses. Et pour parler de tous ces sujets, je suis en compagnie de Kerwin Maïzo et d'Ibrahima Sidibé Pommier. Ibrahima Sidibé Pommier, Kerwin Maïzo, bonjour et bienvenue. Bonjour Magua, bonjour Kerwin, ça fait un plaisir de vous retrouver dans cette journée de Pâques. Bonjour Magua, bonjour Ibrahima, le plaisir est partagé. Je profite de l'occasion pour souhaiter à tous les chrétiens du monde qui nous suivront une bonne fête de Pâques et aux musulmans un bon Ramadan. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je ne sais pas s'il y en a encore parmi nos auditeurs et nos web téléspectateurs, je vais donc rappeler qu'Ibrahima Sidibé Pommier est politologue, spécialiste des conflits de la zone sahélienne, ainsi que des relations internationales, notamment de la France-Afrique, et Kerwin Maïzo est journaliste et analyste politique installé à Paris, travaillant pour les médias de l'audiovisuel public français. Le dimanche prochain, les Français iront aux urnes pour choisir leur nouveau président pour les 5 ans à venir. Les Français d'origine étrangère se retrouvent dans une situation particulière. Ces élections ont un goût amer. Le climat politique a été pollué par les débats sur l'islam, le port du voile, l'immigration ces 5 dernières années. Pour beaucoup, faire barrage au Front National s'apparenterait à un chantage. Kerwin Maïzo, Ibrahima Sidibé, quelles sont les alternatives qui se présentent aux Français d'origine étrangère? Quelle attitude devrait-on avoir dans le cadre de ces élections? Je te laisse Ibrahima commencer. Oui, alors merci. C'est sûr que ces élections nous donnent un tableau effectivement confus entre la peste et le choléra, comme le disaient certains journalistes. Donc on a Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé aux portes du deuxième tour, qui avait cristallisé quand même donc les voix de gauche et qui se retrouve donc du coup on a un choix qui est vraiment pernicieux entre donc un candidat sortant qui n'a pas vraiment convaincu et la société française
et qui a aussi totalement échoué sur les relations franco-africaines, on va en revenir. Et puis donc un candidat d'extrême droite, même si elle a beaucoup fait sa mue, mais qui n'a pas les capacités pour se retrouver à gouverner ce pays. Donc ce qui fait qu'on va observer surtout quand même l'abstention. Est-ce que les gens vont massivement rester à la maison ou est-ce que cet électorat va quand même écouter ce front républicain dont certains trouvent que ça n'a plus de sens. Donc c'est vraiment l'enjeu. Et puis ensuite, on verra comment ces choses vont se présenter avec les élections législatives parce que le fond, quand même, c'est que la France est toujours dans ces marasmes, dans cette crise identitaire, sociale, économique, et dont les immigrés font souvent les frais et qui sont de plus en plus, ou les Français d'origine africaine et étrangère, sont de plus en plus outrés, ne se retrouvent pas dans les discours politiques et les leaders qui sont là. Donc la grosse déception, c'est vraiment, comme je dis, le score qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, qui aurait pu être au deuxième tour s'il n'y avait pas eu cette dispersion des voix, notamment les écologistes, le Parti communiste. Et ça pose aussi la question du multipartisme à la française et ce système de deux tours qui n'est plus pertinent aujourd'hui. Caroline Maïzo, à Paris, ça ressemble un peu à la gueule de bois pour les Français d'origine étrangère. Comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à cette affiche du deuxième tour des élections françaises? Bon, il y a eu une petite coupure, je crois, par le bout de phrase de la fin, je crois avoir compris la question. Je disais comment les Français d'origine étrangère se positionnent par rapport à ce deuxième tour, par rapport à l'affiche que nous avons. Les Français d'origine étrangère ont surtout compris que dans le mot étranger, il y a deux réalités. Il y a ceux qui sont de culture chrétienne et blanche d'origine européenne et tous les autres, surtout les Noirs et les musulmans. Parce qu'on nous a rabattu les oreilles depuis longtemps, immigration, immigration. En réalité, immigration, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ces mots veulent dire qu'ils ne veulent pas de la présence des Noirs, des Arabes et surtout ceux qui sont des religions musulmanes sur leur territoire. On l'a vu avec l'Ukraine. Donc du coup, crier haro sur l'immigration aussi longtemps qu'on encourage les gens à recevoir les Ukrainiens, on nous propose même des rabais ou une ristourne sur le montant du loyer si on recevait un Ukrainien chez soi. Ben, c'est quelque chose qui choque les Africains parce que là, les écailles viennent de tomber des yeux de certains qui ont compris ce que cette thématique veut dire. Bon, maintenant, la présence de Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, si on fait une observation rapide, c'est un remake de 2017. Mais lorsqu'on creuse à fond, ce n'est vraiment pas un remake. Pourquoi? Parce que ils sont venus avec des thèmes qui plaisent, qui plaisent à un certain électorat français, notamment l'immigration, la préférence nationale. Et Marine Le Pen ainsi qu'Éric Zemmour, ils sont allés, mais pas des mêmes ordres. Quant au président Macron, il s'est servi de la guerre en Ukraine pour ne pas qu'il y ait un vrai débat. De toutes les façons, il avait refusé le débat parce que lui s'est consacré à la guerre en Ukraine qui, logiquement, n'est pas censé concerner directement les Français. Donc, du coup, on a éludé les débats sur des choses qui nous concernent directement, c'est-à-dire le pouvoir d'achat en premier, les retraites, et le chômage et l'environnement. Parce que les dérèglements climatiques, en tout cas, bon, ça frappe tout le monde. Quand je pense au pouvoir d'achat, je vois par ricochet la fiscalité. Parce que la fiscalité, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Alors, avec la guerre en Ukraine, on s'est retrouvé de plein fouet dans les sujets qui concernent le pouvoir d'achat et la vulnérabilité du pays par rapport à certains approvisionnements, notamment des céréales, du carburant et la sécurité en général. Pas que la sécurité dans nos villes, dans les banlieues, parce qu'on nous a fait croire que nous vivions dans une insécurité abyssale. Tel n'était pas le cas, c'était la propagande de la peur.
Mais maintenant, on se rend vraiment compte qu'on est en face d'un véritable problème de sécurité. L'Europe n'est pas à l'abri d'une guerre. L'Europe n'est pas à l'abri d'une guerre. Donc, du coup, ce sont des sujets qui vont s'imposer au deuxième tour. À côté de l'autre sujet, c'est doit-on faire barrage à l'extrême droite ou pas? Or, on voit bien que le président qui a été élu a gouverné à droite et que autour de 60%, mettons un peu plus de 55% de l'électorat est à droite, et qu'il ne suffit pas de crier Marine Le Pen, la diablotine, il faut, bon voilà, le brandir comme un épouvantail. Les gens ont besoin d'un véritable débat et ils ne vont pas se contenter que du troisième tour, c'est-à-dire les législatives. Il faudrait que les problèmes soient résolus. Bon, quelques solutions sont proposées. Je vis les Gilets jaunes, par exemple, proposer à ce qu'il y ait un taux d'abstention tellement abyssal qu'on va demander à la Cour constitutionnelle d'annuler les élections. Ben, si tel n'est pas le cas, celui qui sera élu le sera. En tout cas, le peuple français, les Français d'origine africaine, c'est le choix entre les diables, entre la peste et le choléra. Et dans un cas comme dans un autre, le diable que l'on connaît, il a déjà montré comment il peut ronger sur les libertés, comment il peut réprimer les manifestations, comment on peut éborgner les gens, comme dans une république bananière où on tire sur des gens qui manifestent, même si c'est des flashballs, ce n'est pas des armes létales, mais c'est des armes qui ont fait quand même beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup d'handicapés par rapport à ces armes-là. On a vu son programme économique, il était le président des riches, extrêmement à droite, néolibéral et pro-européen, mais comme pas possible, bien qu'au niveau de l'Europe, on a aussi des choses à reprocher à l'Union européenne. Ça, déjà, on connaît. Côté Marine Le Pen, programme économique nul et utopique. Bon, il avait basé sa campagne électorale sur la peur de l'autre. Ah ben, le problème, c'est les Africains. Si vous n'avez pas du boulot, c'est à cause des Africains. C'est à cause des Africains et des Arabes. Il suffit de regarder un peu en Grande-Bretagne. Tous les péchés de la Grande-Bretagne, c'était le Brexit. C'était à cause de l'Union européenne. Ils font le Brexit, ils n'avaient même plus de chauffeurs pour livrer les carburants. C'était devenu terrible et ils ont des récoltes qui pourrissent dans les champs parce qu'il n'y a pas de mains pour récolter. Donc les Britanniques ont déjà goûté à ce que ça donne, ce genre de mensonges électoraux, et les Français risquent de goûter à cela si Marine Le Pen passait au pouvoir. Bon, après, chasser tout le monde, je ne pense pas que ce soit possible. Juridiquement, c'est difficile à mettre en place. On a eu l'extrême droite en Autriche et dans certains pays européens. Bon, on n'a pas vu de sujets qui... on ne les a pas vus au gouvernement en train d'appliquer tout ce qu'ils ont brandi, à part quelques sujets à caractère moral, par exemple le droit à l'avortement, le respect de la famille et tout ça. Bon, ça, c'est le peuple de gauche qui va peut-être crier. Mais nous sommes dans une posture compliquée, difficile. Le 26, ce qui est sûr, c'est que le pays va se réveiller avec la gueule de bois. Pour illustrer un peu où on en est avec le climat sociopolitique en France, je vous laisse écouter un monsieur et je vais alors laisser Ibrahima réagir là-dessus. Ensuite, on avancera dans le débat. Je disais que tout simplement commencer par expulser ces étrangers dont on ne veut pas, dont les Français ne veulent pas. Même si ça semble te faire bouillonner, mais on n'en veut pas de ces étrangers qui viennent profiter. On n'en veut pas, on n'en veut plus. On a assez accepté de monde. Ils ont assez profité de nous, ils nous ont assez remplacés jusque là, et il faut que le grand remplacement prenne fin immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, d'ici 2060, comme l'a dit l'excellente Marion Maréchal, nous serons devenus une république africaine. Ibrahima Sidibé. Ouais, enfin, c'est pathétique, hein. Ce monsieur est vraiment totalement sur une autre planète. Donc, comme Kervin l'a dit, c'est sûr que l'immigration est une espèce d'épouvantail qu'on brandit chaque fois à chaque élection, alors que le fond du problème de la France est ailleurs. On est dans une crise systémique depuis 30 ans sur le chômage de masse que la France n'a pas pu résoudre. La France et les élites françaises sont gargarisés, sont coincés. Ce pays a du mal à se reformer tout en avançant. Et ce sont ces vraies questions. Et ces questions sont souvent pas traitées. Donc du coup, on a une paupérisation des gens vers la droite avec un discours qui se durcit sur quelques pauvres réfugiés ou quelques gens qui viennent demander de l'asile.
c'est pas eux qui généreront l'économie française si les choses devraient fonctionner normalement. Et puis pour ce monsieur, c'est sûr que c'est pitoyable, étant lui-même d'origine africaine, même s'il oublie totalement son identité, il renie son identité. Je pense que ça montre aussi un peu toute la difficulté qu'on a dans certaines de nos communautés où certains pensent parce qu'ils sont bien intégrés, qu'ils sont plus blancs que blancs. Et Frantz Fanon le disait d'ailleurs dans Peau noire et masque blanc, il y a une dimension presque psychiatrique dans ce discours de ce jeune homme qui prétend en plus qu'il va vraiment avoir un destin, un avenir politique en France. En tout cas, on verra, mais ce qu'il dit là est vraiment, enfin, c'est une argutie, enfin, d'un autre temps. Il a 18 ans, on va attendre dans 30 ans, il aura 48 ans. Est-ce qu'il sera devenu président? Peut-être, les choses peuvent changer. Personne ne sait lire l'avenir. Je voudrais, pour clore ce dossier, juste vous poser une question très simple. Il est fort probable que même si l'extrême droite arrive au pouvoir, il y a beaucoup de promesses qu'on fait qui ne seront jamais mises en application. Comme on le disait tout à l'heure, il est difficile de renvoyer tout le monde. On va pas affréter des avions pour faire rentrer tout le monde. C'est vrai. Probablement que ça n'arrivera pas. Mais est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences sur la vie au quotidien des immigrants en supposant la présence de Marine Le Pen à la tête du pays? Et si oui, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour se protéger, entre guillemets? Je vous laisse parler, Ibrahima. Mais c'est sûr que quand on voit déjà ce qui se passe actuellement, on a vu l'extrême droite gagner de plus en plus la société. C'est ça qui est la réalité. Donc, avec l'extrême droite au pouvoir, c'est sûr que ça veut dire que donc, sur le travail, il y aura des discriminations qui vont même plus se cacher. C'est-à-dire que les Noirs ou les Arabes seront discriminés, n'auront pas accès à certains emplois, n'auront pas accès, même s'ils sont français et autres. Donc, on va mettre encore plus de tension dans la société qui peut dégénérer et pour provoquer à la violence. Puis moi, ce que je voulais aussi évoquer, c'est par rapport à la politique africaine. On a vu comme Macron, qui était venu pour révolutionner tout ça, sortir de la France-Afrique. Bon, ça a été un échec patent. Est-ce que l'extrême droite, si elle arrive au pouvoir, pourra desserrer cet étau ou pas? On sait que Marine Le Pen avait quelques accointances avec le père Idriss Déby, mais ils n'ont pas aussi de solution, même sur les relations qu'ils peuvent avoir avec le continent. Donc c'est sûr que ça sera une impasse et on ne sait pas vraiment, et d'ailleurs c'est ça qui fait peur à Macron et toute son équipe. C'est clair qu'avec un président qui s'affiche clairement de l'extrême droite au pouvoir, certaines énergies négatives peuvent être, comment dirais-je, certaines énergies négatives peuvent être... peuvent s'exprimer sans vergogne. Donc, du coup, on pourra tomber sur des cas où des groupes identitaires auront peut-être tendance à vouloir faire des ratonnades et des bastonnades à travers la ville. Maintenant, tout l'enjeu se trouverait au niveau du passage de la présidente, les cas échéants qui sera élu, si c'est Marine Le Pen, de passer de l'homme politique à la femme, non, de la femme politique à la femme d'État. Si elle reste une femme politique, elle va laisser faire. Mais si elle devient une femme d'État, elle ne laissera pas faire. Et certains groupes sociaux ne se laisseront pas faire, ils vont se défendre et le pays va tomber dans une violence inutile que tout le monde pouvait éviter. On va croiser le doigt de ne pas en arriver à de violence en tout cas. Les élections, c'est le dimanche prochain et on va suivre ce dossier de près. Deuxième sujet de notre podcast d'aujourd'hui, c'est l'accord signé entre le Rwanda et la Grande-Bretagne, entre Boris Johnson et Paul Kagame, au terme duquel
la Grande-Bretagne va envoyer vers le Rwanda les personnes qu'elle refuse d'accueillir, les personnes demandeurs d'asile qu'elle refuserait d'accueillir. On sait que le Rwanda est l'un des pays le plus densément peuplé d'Afrique. On est à plus de 525 habitants au kilomètre carré. Si ma mémoire est bonne. Comment est-ce que vous pensez que Kagame va être une réponse à cette problématique des réfugiés, des demandeurs d'asile pour la Grande-Bretagne? Est-ce que Kagame là n'accepte-t-il pas ou n'assume-t-il pas finalement de constamment faire le sale boulot entre guillemets pour les pouvoirs anglo-saxons? Ibrahima. C'est sûr que dans cette affaire-là, je ne sais pas si on m'entend, dans cette affaire, c'est sûr que Kagame a surpris tout le monde. Déjà, le droit d'asile est quand même fortement codifié. Les textes sont clairs là-dessus. Et puis la décision du Premier ministre britannique qui est aux abois et qui cherche à se relégitimer sur cette histoire donc des réfugiés qui arrivent en traversant la Manche et qui se retrouvent déportés pour faire une demande au Rwanda, c'est vraiment un non-sens politique, un non-sens géographique, tu l'as souligné. Mais moi, ce que je ne comprends pas là-dedans, c'est surtout pourquoi le Rwanda s'embarque dans cette histoire au moment même où elle est un peu la vitrine, enfin présentée comme telle, en tout cas comme une réussite économique sur le continent. Elle exporte ses soldats carrément donc en Centrafrique et au Mozambique. Mais j'avoue que moi je suis un tout petit peu, je ne comprends pas, parce que non seulement c'est inapplicable, mais surtout qu'il y a quand même l'aspect financier. Donc le Rwanda va toucher, je crois, plus de 200 millions d'euros pour accueillir ces soi-disant réfugiés qui vont faire une demande à partir du Rwanda. Il reste à voir comment les choses vont se présenter. Est-ce que c'est juste un coup médiatique de Boris Johnson ou est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de ce partenariat? On a quelques précédents dans l'histoire du continent. Je sais qu'avec le Mali, la France avait essayé des accords similaires avec certains pays d'Afrique francophone, mais ça n'a jamais fonctionné. ATT, je me rappelle d'ailleurs, avait toujours refusé de signer cette directive retour où on faisait signer des accords. Bon, ça, c'était beaucoup plus pour des gens qui étaient expulsés. Mais ça n'a jamais marché, c'était impopulaire et ça faisait tellement de boucans dans les avions qu'ils ont fini par abandonner. Donc, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut attendre de voir, mais c'est sûr que c'est choquant, déjà sur le principe. Et puis, ça viole aussi les droits humanitaires et le droit d'asile, et que d'ailleurs, certaines ONG s'insurgent déjà. Kawin Maïzo. Ce qui se passe, c'est déjà assez grave. Hein? Bon, les Occidentaux qui sont allés chercher un mieux-être ailleurs, lorsque ça n'allait pas chez eux, ceux qui ont traversé des mers, des déserts, des forêts, pour aller chercher des espaces vitaux, ceux qui ont colonisé le monde entier, ils ont colonisé l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, ceux-là, aujourd'hui, ne veulent plus du retour de la manivelle chez eux, c'est-à-dire recevoir des gens qui, eux aussi, ont le droit de chercher un mieux-être lorsque chez eux ça ne va pas. D'autant plus que beaucoup de ceux qui fuient leur pays le fuient pour des raisons climatiques. Mais qu'est-ce qui pollue le plus? Ce sont des pays occidentaux qui sont à la base du dérèglement climatique. Bon, beaucoup aussi fuient la guerre. Mais si vous regardez qui fabrique les armes, qui vend les armes, qui mettent des potentats au pouvoir, qui les entretiennent, c'est toujours les Occidentaux, donc c'est normal que les gens puissent quitter leur pays pour aller chercher un mieux vivre ailleurs, aller chercher la sécurité ailleurs. Bon, il y a des gens aussi qui fuient la misère économique. Mais qu'est-ce qui a établi des règles économiques injustes? C'est encore les Occidentaux. Donc c'est incongru de voir un pays occidental, un de plus important, un de plus grand, de par son histoire, de par sa place dans le monde, se comporter de la sorte. Ils avaient commencé d'abord par accuser l'Union européenne. Ils ont fait leur Brexit. Maintenant, c'est la faute aux immigrés. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de traiter ce qu'ils pensent, oui, au lieu de traiter ce qu'ils pensent être un problème, ils veulent les sous-traiter chez les autres. Et qu'est-ce qu'ils vont choisir comme sous-traitant? C'est un État mercenaire, le Rwanda. Le Rwanda, c'est un État mercenaire des Occidentaux qui lui assure une propagande mensongère sur ses performances économiques,
et sur son pseudo-sécurité et qui ferme les yeux sur tous les crimes que commet cet État, notamment dans la région des Grands Lacs. Bon, quand je dis l'État, d'abord c'était un groupe de gens, un groupe de pression. C'est de l'International Tutsi Power, ceux qui font partie de cette organisation politique ou de ces partis politiques suprématistes et racistes qu'on appelle l'UNAR, l'Union nationaliste rwandaise de François Roukeba. C'est-à-dire ceux qui ont fait la guerre en Ouganda, ceux qui ont provoqué une guerre civile au Rwanda qui a abouti à un génocide, ceux qui ont fait une guerre civile au Burundi et ceux qui ont agressé les Congo. Voilà, donc c'est ce monsieur qui est devenu le mercenaire des Occidentaux, qui s'est vanté, pas plus qu'il y a une semaine à Brazzaville, que les Rwandais pratiquent une diplomatie militaire, c'est-à-dire qu'ils ont 5000 hommes de troupes qu'ils ont envoyés dans différents, ce qu'ils appellent missions de la paix, au Sud-Soudan, en République centrafricaine et au Mozambique. On ne sait avec quel argent, un pays qui a un budget faible, dont 36% du budget, jusqu'à 38% d'ailleurs, est financé par l'aide internationale, comment ce pays peut avoir de l'argent pour mener toutes ces guerres qu'il mène un peu partout. Donc aux yeux de beaucoup d'Africains, ce pays apparaît comme un État mercenaire pour qu'il y ait le chien de garde des intérêts anglo-saxons en Afrique. Ça, c'est la première des choses. Alors, je vais vous donner un tableau, je vais dire sombre. Les tableaux sombres, c'est quoi? Imaginez-vous un jeune homme qui est au Sénégal, qui est en Guinée, qui est au Mali, qui, ne supportant plus le dérèglement climatique parce que, bon, c'est un pêcheur qui ne peut plus pêcher, parce qu'il y a ce pêche sur les côtes, bon, il y a des problèmes climatiques, il n'a pas de travail, il souffre. Il décide de prendre la mer par la pirogue. Il va traverser tous les dangers possibles et imaginables. Ce jeune homme arrive en Grande-Bretagne. On lui dit que vous êtes arrivé illégalement, on ne vous reçoit pas, vol rwandais, donc il quitte le Sénégal pour se retrouver au Rwanda. Une des raisons parce qu'on avait visé les réfugiés musulmans. Ça a été clairement dit. Donc ces jeunes hommes-là, on va les refouler de la Grande-Bretagne au Rwanda. Et une fois qu'il arrive au Rwanda, il tombe dans un pays qui a des problèmes de densité, 26 338 km² pour 12 millions d'habitants. Donc c'est une des plus fortes densités en Afrique. Et Paul Kagame a acheté beaucoup de terres au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, et il se projetait même de construire une cité moderne à Goma. Bon, ce qu'on appelle cité moderne, je ne serais pas loin de la réalité si je l'appelais camp de concentration. Donc ce jeune homme-là va se retrouver dans un camp de concentration après avoir été acheté pour 144 millions d'euros, 120 millions de pounds, parce que c'est vraiment la traite des êtres humains. La Grande-Bretagne vend au Rwanda des réfugiés, il les vend pour 120 millions de livres sterling, 144 millions d'euros, un peu plus de 150 millions de dollars. Le jeune homme va être acheté, se retrouver au Rwanda dans un camp de concentration. Et on va nous dire que la Grande-Bretagne, c'est le pays de la liberté, c'est le pays des droits de l'homme, c'est un pays développé, c'est un pays modèle. Et ce pays utilise un pays qu'il a toujours utilisé. Parce qu'on sait que pour mener la guerre civile qui a conduit à l'assassinat du président Habyarimana, le Rwanda était soutenu militairement par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et si aujourd'hui, le Rwanda peut se comporter comme il se comporte dans la région des Grands Lacs, cette arrogance vient du fait que ce pays est doté de moyens colossaux par la Grande-Bretagne et les États-Unis pour mener la politique qu'ils mènent. Si aujourd'hui il y a l'omerta sur la violation des droits de l'homme au Rwanda, qui est une prison à ciel ouvert, si aujourd'hui il y a une omerta sur l'assassinat des opposants un peu partout dans le monde de la part du Rwanda, si aujourd'hui il y a une omerta sur qui a assassiné 2 présidents africains, je dirais même 3, avec Laurent Désiré Kabila. Je sais que Rafik Hariri, un ancien premier ministre au chômage libanais, on a dépensé des millions pour trouver qui l'a assassiné, mais l'ONU est incapable, le monde est incapable de nous dire qui a assassiné 3 présidents africains. Il y a quelque part une main qui protège le Rwanda. Si aujourd'hui la Banque mondiale en est arrivée à accepter des statistiques économiques falsifiées, si aujourd'hui le Rwanda peut être le premier exportateur de coltan sans que cela ne choque le monde, on sait quelque part qu'il y a une main derrière. Si aujourd'hui on veut faire croire aux jeunes Africains que le Rwanda vaut plus que la Guinée équatoriale,
la Guinée équatoriale qui a construit des villes nouvelles, des ports, des aéroports, des autoroutes, des universités, des immeubles pour loger sa population, qui a fait des progrès mais énormes. Si aujourd'hui on donne Karine Maïzo, que le Rwanda... Oui. Je suis obligé de t'arrêter. Il nous reste une vingtaine de minutes au maximum et nous avons encore deux dossiers à parcourir assez rapidement. C'est vrai que ce dossier, il est... Oui. On nous a fait croire que le Rwanda, c'était plus que la Côte d'Ivoire, plus que le Sénégal, plus que le Botswana, plus que peut-être l'Afrique du Sud, plus que la Namibie, peut-être plus que l'Angola, même plus que le Congo-Brazzaville à côté. C'est ce qu'on nous a fait croire, mais la réalité, c'est pas celle-là. Donc, c'est les anglo-saxons qui sont derrière, et aujourd'hui, sans vergogne, ils utilisent ces pays pour faire ce commerce honteux des réfugiés. Haro sur cela. Encore un dossier à suivre et que dans les jours à venir, on va voir ce que ça va donner. Alors, rapidement, on va parler du ministre congolais des hydrocarbures qui a été entendu au niveau de l'ANER. Dans un premier temps, il nous a été dit qu'il s'agissait d'une question de corruption ou de détournement d'argent. Puis, par la suite, il a été question de tentatives aux institutions de l'État. Qu'est-ce qu'il en est exactement, Kerwin Maïzo? Le ministre des hydrocarbures a été entendu par les services de sécurité. Alors, c'est là juste quand on lui reprochait, déjà au niveau de la presse, d'avoir favorisé un paiement de l'induit aux pétroliers de 243 millions de dollars. Bon, ça c'est le sujet qui a fuité au niveau de la presse parce qu'au Congo, les prix des carburants ont toujours été bloqués pour éviter de faire augmenter les prix des denrées de première nécessité. Et le gouvernement paye une compensation aux pétroliers, compensation qui a fait l'objet de beaucoup de scandales parce qu'il y a beaucoup de rétrocommissions. Le président avait d'ailleurs trouvé que ce n'était pas une infraction. Pour lui, c'était ce qu'on appelle COP en argot, c'est-à-dire bon, une opération normale, voilà, mais des rétrocommissions illégales. Donc, pendant qu'on parlait de cette affaire de 243 millions de dollars, il s'est fait interpeller par l'Agence nationale de sécurité. Et selon Jeune Afrique, c'est parce qu'il a fait beaucoup de voyages à l'Est et il aurait rencontré quelqu'un qui est impliqué dans l'insécurité militaire à l'Est de la République démocratique du Congo. Et Jeune Afrique de préciser, selon ses sources, que c'est le président de la République qui l'a tiré du trou. Alors, ce ministre, c'est quelqu'un de très controversé. Vous savez, lorsque Félix Tshisekedi est devenu président sans avoir été élu, il a récupéré tous ses copains de la Belgique et du Canada. La plupart ont des casiers judiciaires longs comme le fleuve Nil. D'ailleurs, le ministre des hydrocarbures, un incompétent notoire, qui a dû faire un stage de 2 semaines à ses propres dires pour apprendre ce que c'est que les hydrocarbures, a fait de la prison en Belgique pour blanchiment de l'argent, escroquerie et tout ça. Donc, il a un CV sali. On ne sait pas comment une telle personne pouvait devenir ministre au Congo et ce n'est pas le seul à avoir fait la prison en Belgique ou au Canada. Il y a même un conseiller du président et un autre ministre. Si vous essayez d'imprimer son casier judiciaire, vous finissez une rame de papier. Donc, bon, le monsieur se retrouve comme ça au gouvernement, on l'arrête. Le président passe un coup de fil en violation du principe de séparation de pouvoir en démocratie pour le faire sortir. Alors, quid de 250 millions de dollars? Quid de ce dont on l'accuse? Quid déjà de son casier judiciaire? Rien de tout cela. Bon, on sait par la presse, dont notamment Jeune Afrique, qu'il est très proche de la première dame. Et être proche de la première dame met automatiquement au-dessus de la loi en République démocratique du Congo. C'est ce que les gens observent avec beaucoup de dépit. En tout cas, on pourrait considérer que lui, il est dans de bonnes grâces parce qu'il y a quelques semaines, François Béa, un des conseillers du président Tshisekedi, s'était retrouvé dans les geôles de l'ANER et lui est toujours en prison et le président n'est pas intervenu pour le faire sortir. Alors, le dernier sujet, c'est un peu triste. On va essayer de ramasser un peu tout ça parce qu'il s'agit beaucoup de violence. Il y a un Congolais, Patrick Lyola, qui a été abattu par la police aux États-Unis il y a quelques jours dans le Michigan. Et cela a provoqué des tensions, des manifestations parce que ça ressemble plus à une exécution.
même si il avait essayé de fuir ou de résister aux policiers lors de son arrestation. Cela ne devrait pas justifier qu'on lui mette une balle dans la tête. Et toujours dans nos communautés, la chanteuse de gospel Osinachi Nyachukwu, qui est décédée aussi il y a quelques jours, et on a appris, et son mari a été arrêté, on a appris que c'est celui-ci qui était violent à son égard, que c'était pas la première fois qu'il avait l'habitude de l'agresser. Et il semble que, je parle sous votre contrôle, que son mari aussi fait partie des personnalités des églises de réveil dans le pays. Et dans la communauté congolaise de Rennes, une dame âgée de 44 ans a été retrouvée morte chez elle. Elle avait été étranglée par son compagnon devant ses enfants, et lequel compagnon s'était présenté lui-même devant à la police. Voilà, je mélange un peu les sujets, mais le thème commun, ça reste la violence. On va prendre la situation des femmes qui sont agressées dans leur foyer. Qu'est-ce qui se passe dans nos communautés? Pourquoi est-ce que la femme qui traditionnellement en Afrique est portée, est mise sur un piédestal, est considérée comme étant la reine, se retrouve aujourd'hui à subir comme ça cette agression de la part des hommes, et assez souvent de son conjoint, Ibrahima Sidibé? Mais c'est ce que je trouve dramatique dans toutes ces histoires de violence, ça pose vraiment le problème de la santé mentale. Beaucoup de gens, notamment les hommes, certains peuvent avoir des difficultés problématiques de santé mentale et refusent de se faire soigner, refusent de poser un diagnostic, et donc ça, du coup, en niant, en étant souvent dans une espèce de déni, ça donne souvent des drames qui se font malheureusement à la maison. Donc ce sont les épouses qui vont écoper. Je pense qu'il faut surtout lancer un appel vraiment pour les hommes, de se dire que on peut être fort, mais en disant si on a des difficultés, s'il y a toute une batterie d'aides aujourd'hui qu'on peut avoir. Mais dans ces violences conjugales en général, c'est souvent des problématiques de santé mentale, soit de la schizophrénie ou des gens qui sont bipolaires et qui vont aussi porter tous leurs échecs sur l'épouse, qui devient tout de suite très vite le bouc émissaire, et quelquefois ça peut dégénérer. Et puis sur la violence aux États-Unis, c'est vrai que c'est emblématique des États-Unis. Malgré l'affaire Floyd, on a l'impression que la police et les autorités américaines n'arrivent pas à endiguer cette violence contre les Noirs, même si par ailleurs certaines situations peuvent être sujettes à caution. Mais on ne peut pas aujourd'hui, en 2022, sortir son flingue et tirer sur quelqu'un qui est à terre sur la tête. C'est vraiment un crime, et moi je trouve que c'est des gestes qu'il faut dénoncer, mais dénoncer de la plus pire façon, parce que ça nous touche, ça nous heurte tous, surtout pour des grands pays démocratiques comme les États-Unis. Kerwin Maïzo, juste avant que tu ne prennes la parole, juste un complément d'information pour la femme qui a été tuée à Rennes. Il semble que au moment des faits, son mari était alcoolisé. Kerwin Maïzo. Pour ce qui est des États-Unis, c'est un pays très violent et raciste. Voilà, il y a eu un mouvement qui tend à faire changer les choses, mais on n'abat pas quelqu'un même s'il a un casier judiciaire comme un lapin parce qu'il a résisté, qu'on lui place une balle sur la tête, comme ça. On a vu les images. Ça, ce n'est pas normal. Bon, j'ai comme l'impression que dans ces pays, même l'État américain n'écoute que le langage de la force. Vous savez, à une époque, c'était très violent au Texas, hein, l'État du Texas, c'était très violent. Et chaque fois qu'on faisait des récriminations contre la police texane, c'était toujours, bon, voilà, des réponses convenues, et il n'y avait pas de solution. Un jour, un ancien GI, un noir, a pris une arme et il a fait un véritable carnage. Le même soir à la télé,
tout a changé, on a changé toutes les lois. L'impression que j'avais, c'est l'État n'écoute que le langage de la violence. Et à New York aussi, c'était la même chose. Mais lorsqu'il y a eu un groupe de gens qui ont commencé à tirer sur les policiers dans leur voiture, il y en a eu, je crois, 4 ou 5 morts comme ça, des policiers. Il a fallu de cela pour que les lois changent. C'est dommage à dire, mais j'ai comme l'impression qu'aux États-Unis, les choses ne changeront que le jour où les Noirs commenceront à rendre coup pour coup. Ce qui est déplorable dans un État aussi moderne que celui-là, mais un État jeune. Hein. Vous savez, moins de 250 ans, parmi les pays développés, c'est un des plus jeunes. Ils ont encore du chemin à faire, mais ils peuvent le faire rapidement. C'est les pays les plus technologiques du monde. Ils sont dotés de beaucoup de moyens, des think tanks, des universités. Ils peuvent faire quelque chose. La vie des Noirs compte. On ne peut pas tuer les gens juste par rapport à la couleur de leur peau. Et puis bon, lorsque vous allez au niveau de la justice, le jury est composé de la majorité des Blancs qui ont déjà leurs préjugés défavorables. Voilà, tout ça, c'est vraiment des choses que l'on déplore. Bon, pour ce qui se passe ailleurs, par exemple en France, cela pose le problème de la violence conjugale. La violence conjugale, moi je le mets dans un terme générique que j'appelle « je ne me vois plus, là, je ne me vois plus ». Tu es bien à l'écran. Bon, ok, bon. C'est que l'on doit appeler beaucoup plus des abus conjugaux, hein, parce que le terme violence conjugale, là-dedans, ça ne couvre pas toute la réalité. Prenons plutôt le mot abus conjugaux. Dans les abus conjugaux, nous avons les violences physiques, les violences psychologiques et toutes sortes d'abus. Bon. On doit condamner les hommes violents. Ces gens, lorsque c'est de la violence gratuite, ils doivent être punis. Si c'est de la violence qui est due à une maladie, ils doivent être soignés. Mais autant on doit condamner la violence des hommes, autant on doit éduquer tout le monde, les hommes et les femmes. Il y a aussi une certaine violence psychologique qui entraîne une réaction violente de certains hommes. Et cette violence psychologique, les injures, les colibets, les humiliations, quelqu'un qui n'est pas psychologiquement fort peut aller au bout. L'exemple le plus frappant, c'est celui de Jada Pinkett, la femme de Will Smith. Elle a fait tout ce qu'on peut faire à un être humain. Imaginez un seul instant que la gifle que Will Smith a donnée à Chris Rock. Si cette gifle était destinée à Jada Pinkett, qu'aurait dû le monde? Est-ce que les gens allaient voir ce que cet homme subit comme humiliation et comme violence psychologique chez lui? Non, c'est ainsi que moi je dis, au-delà de condamner fermement, et je le répète, au-delà de condamner fermement la violence, surtout conjugale des hommes, il faut lutter contre tous les abus conjugaux, notamment les violences psychologiques, dont certains hommes sont friands, mais souvent, beaucoup de femmes sont coupables. Celle-là, cette forme de violence-là, doit être aussi combattue parce que cela amène fois à des drames. Voilà comment je résume l'affaire. Le mariage est au final une affaire qui doit concerner des individus avec une certaine maturité, avec un certain équilibre, et il semble apparemment que dans nos communautés, beaucoup ne soient pas correctement préparés à affronter les affres. La violence doit être absolument proscrite et on doit apprendre à mettre en place de méthodes de coping, comme on dit en psychiatrie ou en santé mentale. Comment faire face à la violence? Quelle attitude développer pour éviter de tomber dans les drames? Il y a quelques jours, on a encore eu une histoire qui a fait les choux gras sur les réseaux sociaux congolais concernant l'ex-épouse d'un pasteur qui
qui a fait un live, une vidéo, dans laquelle elle raconte que son mari l'a agressée sexuellement et l'a épousée, en fait, finalement, si j'ai bien compris, c'était pour rattraper le fait qu'elle l'avait agressée. Celui-ci aurait de comportements malsains. Et ça arrive beaucoup, on en parle ces derniers temps, dans les milieux des églises des réveils. J'ai l'impression un peu que c'est comme si on avait pendant longtemps fait semblant de ne pas regarder les choses en face. Et là, c'est en train de nous exploser. Ça arrive là devant nous. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans nos communautés pour essayer de tempérer ces situations, de contrôler un peu ce qui est en train de nous arriver? Est-ce que vous avez de pistes de propositions? On va commencer par toi, Kerwin, et terminer par Ibrahima Sidibé. Il faut déjà organiser les églises de réveil. C'est vraiment un panier à crabes qu'il faut réglementer, il faut mettre les ordres là-dedans. Pour ce qui est du reste, il faut beaucoup d'éducation. Éducation au pays, il faut réformer tous les systèmes. C'est là, il faut réformer tous les pays, l'État n'existe plus. Mais une fois qu'on aura un État digne de ce nom, il faut réformer tous les systèmes d'éducation nationale. Et ici, à l'étranger, à travers des associations, il faut former, éduquer, instruire pour aider les gens à s'en sortir. C'est comme l'impression que les gens sont largués et ils ont beaucoup de difficultés pour gérer certaines choses. Ibrahima? Oui, je rejoins Kerwin sur l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté de nos sociétés font que ces gens-là tombent dans les filets des églises naturellement. Et ensuite, c'est sûr que ces pasteurs et ces responsables d'église doivent faire leur travail, c'est-à-dire jouer sur l'aspect purement religieux et ne pas tomber dans ce qu'on appelle l'emprise. Et malheureusement, beaucoup vont mélanger très vite le pouvoir charismatique qu'ils ont sur leurs fidèles pour essayer de profiter d'eux et les abuser, notamment ce qui concerne les femmes. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être effectivement réformé. On doit revenir à des valeurs purement religieuses et quelquefois, hélas, qui sont mis à côté par rapport à l'argent, par rapport au contrôle que peuvent avoir ces églises qui sont pas réglementées et qui poussent d'ailleurs comme des champignons un peu partout sur le continent et qui nous éloignent un peu des vrais enjeux du développement et de la formation pour que les gens puissent s'assumer, gérer leur vie et fonder des familles très responsables. Ibrahima Sidibé, Kerwin Maïzo, merci de votre disponibilité. Nous sommes à la fin de notre émission. C'était déjà le numéro 6 du collimateur de l'actualité. On a eu des difficultés techniques, mais voilà, c'est des choses qui arrivent, surtout quand on est en direct. Ça sera absolument réglé pour le prochain numéro. Nous sommes accessibles sur www.sudglobalradio.com et sur la chaîne YouTube de Kerwin Maïzo, mais aussi sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Merci de vous abonner, merci de partager, merci de réagir, merci de nous faire confiance. On se retrouve dans 2 semaines, si vous êtes d'accord, messieurs. Bien sûr. Et joyeuse Pâques à tous nos auditeurs. Merci, et mes joyeuse excuses à Pâques. tous les miens qui nous ont quittés sur YouTube parce que tout a bégayé vers la fin. On va remonter la vidéo et reproposer l'entièreté de l'émission. Oui, merci. On va mettre l'entièreté de l'émission en ligne. Comme ils me suivent, je crois qu'ils ont reçu le message. Merci et à très bientôt.